J'ai dit que j'étais biologiste de formation initiale, que je me suis tourné ensuite vers la philosophie. Et l'une des choses qui m'a intéressé, c'est de trouver un thème de recherche qui soit à la fois pertinent pour la philosophie et pour la biologie. C'est une des choses que j'ai rencontrées à un moment où je recherchais un sujet de recherche où je pourrais mobiliser mes connaissances dans les deux domaines. Et donc ce qui s'est imposé à ce moment-là, c'est la question des psychotropes. D'abord, c'était une question qui était très discutée à ce moment-là, elle l'est toujours, mais elle l'était peut-être encore plus à ce moment-là parce que on discutait de plus en plus de l'utilisation des psychotropes pour traiter des maladies mentales, donc diverses maladies mentales, ça peut aller de la dépression jusqu'à la psychose, et ces maladies qui ont longtemps été traitées par des moyens, disons, qui s'appuient essentiellement sur la parole, se voyaient proposer un autre type de traitement, qui est un traitement médicamenteux, donc basé sur des psychotropes. Et donc ce que je me suis demandé, c'est d'où venaient ces psychotropes, d'où venaient ces molécules qu'on utilisait de plus en plus en psychiatrie. Là, c'était une question de simple histoire des sciences. Comment est-ce qu'on avait élaboré pour la première fois ce type de molécule? Et je me suis aperçu que la première molécule de type psychotrope qui ait été réalisée et qui a été commercialisée, eh bien, c'était les amphétamines. Et donc je me suis dit que j'allais, pour commencer, faire tout simplement une histoire des amphétamines. Comment les amphétamines sont apparues, en répondant elles répondaient à quel type de besoins de l'époque, et quels ont été aussi les effets de ces molécules une fois qu'elles ont été connues et commercialisées, une fois qu'on a vu un certain nombre d'effets qui n'étaient pas forcément ceux qu'on avait envisagés au départ et qu'on appelle parfois des effets secondaires, donc des effets négatifs. Là aussi, c'est une manière de faire le lien avec peut-être un autre thème qui sera abordé, c'est le thème du Dr Jekyll. Il se trouve que la fable du Dr Jekyll, qui est publiée en 1887 par Robert Louis Stevenson, est déjà une réflexion sur les psychotropes. Bien avant les amphétamines, j'ai dit que les amphétamines étaient le premier psychotrope à être commercialisé, mais avant cette commercialisation, eh bien, il y a un écrivain, en fait il y en a plusieurs, mais il y a au moins Robert Louis Stevenson, qui a imaginé un psychotrope de synthèse dans cette très fameuse histoire qu'on appelle, qu'il a appelée l'étrange histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Donc je me suis intéressé à cette histoire, à la façon dont il l'avait conçue, et aussi à un phénomène étrange, comme ils sont produits finalement assez souvent dans l'histoire des sciences, qui est la coïncidence de cette publication avec la première synthèse réelle d'un psychotrope de synthèse. En l'occurrence, c'était précisément la molécule d'amphétamine. Cette molécule qui va être commercialisée dans les années 30, 1930, 1932 exactement, elle a en fait été produite 40 ans, plus de 40 ans plus tôt, en 1887, donc l'année même où Stevenson publie son livre sur Dr Jekyll et Mr Hyde. Il publie ce livre au moment où, à Berlin, un chimiste est en train de fabriquer une molécule. Cette molécule, c'est l'amphétamine, mais il ne saura jamais, enfin si, il saura, mais bien plus tard, parce qu'il est mort après la découverte des amphétamines, mais c'est seulement 40 ans plus tard, donc, qu'il comprendra qu'il a synthétisé, ce jour-là, la molécule d'amphétamine. Donc il ne s'est pas du tout aperçu des propriétés de la molécule. Et donc au même moment, un écrivain anglais, Stevenson, imagine une drôle d'histoire, une histoire un peu curieuse, dans laquelle un médecin met au point une recette pour fabriquer un produit qu'il ingurgite ensuite. Et lorsqu'il a ingurgité ce produit, eh bien, il change d'être, il change de nature. Il devient Mr Hyde, il devient l'être qui était
caché en lui, qui était dissimulé dans ses propres replis, si on peut dire, et qui se trouve libéré par l'emploi du produit. Et curieusement, c'est exactement ce que fait la molécule d'amphétamine, mais que donc le chimiste qui synthétise cette molécule à Berlin ne va pas réaliser. Et il faudra donc bien des années pour s'apercevoir de ses propriétés. Mais une fois que ces propriétés sont mises en évidence, et là donc on est à la fin des années 1920, on est à Los Angeles, plus du tout à Berlin, et dans un laboratoire, un chimiste du nom de Gordon Allès synthétise la même molécule, et lui par contre, et là encore c'est une coïncidence surprenante, lui il va s'apercevoir des propriétés de la molécule. Et il va s'en apercevoir précisément en faisant ce que faisait le Dr Jekyll, c'est-à-dire en absorbant sa propre production. Il ne teste pas cette production sur des animaux, il ne fait pas des essais sur des rats ou sur des chiens ou que sais-je, il fait des essais sur lui-même, des essais qu'il appelle en double clairvoyance, parce qu'il sait pertinemment ce qu'il ingurgite, et puisque c'est lui qui l'a fabriqué, et il est aussi celui qui essaye le résultat de sa fabrication. Donc il se rend compte immédiatement de cet effet surprenant de la molécule qui est de faire changer le comportement de la personne. Et de le faire changer en plus, dans l'expérience qu'il en relate, en bien. C'est-à-dire qu'il se sent très bien après avoir absorbé le produit qu'il a fabriqué. Il se sent dans un état d'euphorie. Et on a les premières descriptions, les toutes premières descriptions de cet état. Ça tient sur une page et demie à peu près, et il explique qu'il se sent dans un état, il emploie ce mot, d'euphorie. C'est un mot qui reviendra très très souvent dans les récits qu'on peut avoir sur l'utilisation de ce produit. Très vite, il a aussi l'idée que cette euphorie, il doit pas être le seul à pouvoir l'éprouver, et donc que ça a une certaine valeur commerciale. Il va déposer un brevet sur ce produit, sur cette molécule. Le brevet sera acheté par une société pharmaceutique qui s'appelle Smith, Kline & French à l'époque, qui fera avec la commercialisation des amphétamines un des plus grands succès de commercialisation de produits pharmaceutiques de toute l'histoire de la pharmacie. Aujourd'hui d'ailleurs, Smith, Kline & French, qui était une toute petite société à l'époque, est devenue l'une des plus grandes, sinon la plus grande mondiale, avec aussi une fusion, puisque GlaxoSmithKline, l'une des grandes sociétés pharmaceutiques d'aujourd'hui, le SmithKline de GlaxoSmithKline, c'est le SmithKline de Smith, Kline & French, qui a donc commercialisé les amphétamines au début des années 30. Alors, dans ce processus, on a l'impression que les amphétamines sont un produit tout à fait inoffensif, et une des choses curieuses, c'est qu'il faudra au moins 20 ans, et en fait même plutôt 30 ans, pour s'apercevoir des effets addictifs et des effets donc nocifs de cette même molécule, et il faudra même une quarantaine d'années avant que le produit ne soit interdit. Et donc ce que j'ai essayé de suivre dans cette histoire des amphétamines, c'est les péripéties qui ont amené à cette interdiction à partir de la création du produit et donc de sa commercialisation. Si je disais que je pensais en conclusion évoquer ce qui s'est passé après, c'est-à-dire après l'interdiction des amphétamines. Les amphétamines sont interdites tout à fait au début des années 70, mais pour autant elles ne cessent pas d'être utilisées. On les utilise d'une part d'une façon clandestine, il y a des productions clandestines qui apparaissent, d'autre part on continue à les utiliser dans un cadre médical, et puis surtout on voit apparaître une pathologie qui est traitée par ces mêmes amphétamines, qui s'appelle le déficit d'attention et l'hyperactivité. Et cette pathologie va se développer en même temps que on fait prévaloir l'interdiction de ce produit, comme si il y avait une sorte de rattrapage par cette nouvelle pathologie
des propriétés de la substance qu'on a laissée de côté. Et puis il y a un autre élément qui va apparaître, qui est tout à fait intéressant, qui est en fait un des éléments qui m'a amené à faire cette enquête, qui est le fait qu'il y a une interdiction qui est décidée, mais cette interdiction ne vaut pas pour tout le monde. Et elle ne vaut pas notamment pour les militaires. Les militaires, et en particulier les pilotes d'avion de l'armée de l'air, des armées de l'air dans le monde, mais surtout de l'armée de l'air américaine, sont exemptés de cette interdiction. Autrement dit, ils ont le droit de consommer des amphétamines, et même ils sont plus ou moins contraints de le faire. Et il va y avoir un accident qui va se dérouler en Afghanistan, pendant la guerre où les Américains vont lancer une bombe sur des Canadiens, sur des troupes canadiennes. Et donc c'est ce que les militaires appellent un friendly fire, une erreur de tir si vous voulez. Et les pilotes vont se justifier en expliquant qu'ils ont pris des amphétamines. Donc ils ont fait une erreur de tir, ils reconnaissent cette erreur, mais ils imputent au fait qu'ils ont pris des amphétamines la responsabilité de l'erreur qu'ils ont commise. Et donc ce sera le moment où on s'apercevra de cette différence de traitement entre les civils et les militaires. Et donc moi je me suis intéressé aussi à cet aspect de l'histoire, cet aspect qui est de savoir s'il y avait une raison, un motif et une justification au fait que le même produit soit interdit à certains et autorisé pour d'autres. Et en recherchant, en faisant quelques recherches, je me suis aperçu qu'il y avait effectivement une raison, et que cette raison c'était des recherches qui montraient que pour l'un c'était dangereux alors que pour l'autre ça ne l'était pas. Autrement dit, tout se passait comme s'il y avait une épistémologie civile et une épistémologie militaire, une règle de validation des résultats scientifiques différente pour les militaires et pour les civils. Et donc voilà, c'est ce qui m'a conduit à relancer ou à approfondir cette enquête.